Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs congolais, au Congo et dans la diaspora. Je pense que vous êtes en train de suivre ce qui est en train de se passer. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à vouloir faire ce Facebook Live un peu rapidement pour échanger les idées en vue de ce qui est en train de se passer. En tout cas, bon, j'ai passé un temps sans vraiment faire de vidéos. Pourquoi? Parce que selon moi, je savais et je sais, en tant que Congolais, que dans mon compte, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est vraiment pas nouveau pour moi. Donc c'est du déjà vu. Et vous comprendrez que j'ai même fait une vidéo la fois passée, une vidéo rapide, dans laquelle je répondais donc aux questions de quelqu'un qui m'avait dit, bon, Boanamak, on a dit, au monde indengeni une situation politique à Congo Nabiso. Je lui ai dit que, mon cher, il n'y a rien de nouveau. Nous pouvons faire des vidéos, tu peux mettre 10, même 15 vidéos un jour ensemble et tu commences à les regarder toi-même. Tu verras que tu ne feras que te répéter. Donc, dans des vidéos que tu vas faire, il y aura des choses que tu as déjà dit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le plan politique au Congo démocratique. Et la preuve en est que vous avez vu, l'opposition est allée à Genève. Les 7 patrons de Langa Langa, comme quelqu'un les appelle, ils sont allés là-bas dans l'idée de composer, donc mettre ensemble leurs forces afin de trouver un candidat unique. Parce que c'est la méthode que beaucoup de Congolais, la majorité, attendent pour aider donc cette opposition-là à terrasser la Kabylie. Et c'est, je pense, l'un des derniers plans, l'une des dernières stratégies qui reste. Parce que si vous regardez très bien, Kabila n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Il est en train de mettre les bâtons dans les roues des politiciens. Il a commencé avec beaucoup de politiciens. Vous avez vu le système en place. Donc, quand vous lisez la loi électorale, il n'y a nulle part là où on dit que la machine à voter doit être utilisée pour ces élections qui auront lieu, si elles auront lieu, bien sûr, d'ici au mois de décembre de cette année 2018. Mais Kabila, parce que c'est lui qui tient encore les rênes, qui est en train de tirer donc les cordes dans le noir, tout le monde le sait. Il veut faire les choses selon sa volonté, selon ce qui lui sent bien. Avec quelle idée? Bien sûr, de rester au pouvoir. Et c'est dans cet état d'esprit, ce n'est pas un secret, Kabila a mis donc Shadari, a pris Shadari comme son dauphin. Pourquoi? Parce qu'il sait que Shadari sera facile à manipuler. Shadari, quelque part, comme on dit, donc, il a des relations, donc des parentés, vraies ou faux, tout ça avec Kabila. Donc, Kabila veut que le pouvoir reste dans sa famille. Pourquoi ça? C'est très clair. Il a dirigé le Congo et il a commis beaucoup de bévues. Et quand il regarde derrière, là où il est, il sent que, en tout cas, il aura des comptes à rendre devant le peuple congolais. Et pour éviter cela, comme tout dictateur qui a déjà atteint ce qu'on appelle en politique le point de non-retour, Kabila sait qu'il ne peut plus maintenant lâcher le pouvoir. Parce que lâcher le pouvoir aujourd'hui pour lui, ce serait, comme je l'avais dit la fois passée dans ma vidéo, ce serait signer sa mort politique et même sa mort physique. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé beaucoup d'ennemis et il a beaucoup trahi le Congo en laissant les portes ouvertes aux Rwandais, aux Ougandais. Vous connaissez tout ça. On peut reprendre, ce sont les mêmes histoires. Il a volé, il a pillé des millions. Et dans le temps le plus court
qu'il a passé au pouvoir, Kabila s'est enrichi plus que ce que Mobutu avait réussi à amasser dans ses 32 ans à la tête du Zaïre. Et Kabila joue un jeu macabre. Mobutu n'a pas sacrifié tant de Congolais durant son règne. Mais Kabila, lui, quand vous regardez, le côté le plus dangereux, c'est que le Congo n'est plus dirigé par les Congolais. Ce n'est plus une affaire interne, comme c'était au temps de Mobutu. Bien que Mobutu aussi avait le soutien de la puissance américaine et certains occidentaux tels que la France et la Belgique, qui lui avaient donné pour job de sécuriser l'Afrique centrale contre l'avancée du communisme. Ça, nous le savons. Mais pour Kabila, c'est autre chose. Donc, on est en train de déstabiliser le Congo, de l'affaiblir, donc de créer un chaos programmé avec un homme qui est à la tête du Congo, Joseph Kabila. C'est ce qui est un peu, qui nous fait vraiment du mal quand nous voyons cela. Et c'est-à-dire, le Congo doit rester comme un champ d'exploitation, là où n'importe qui, tous les bandits de grands chemins, les gangsters, doivent venir donc se servir. Et dans tout ça, quel est le compte du peuple congolais? Le peuple congolais continue à s'appauvrir. Et, à part la pauvreté, le peuple congolais est tué en masse. Et le nombre, même les compteurs qui comptent les morts, sont devenus maintenant fatigués. Parce que le nombre de Congolais qui sont morts dans cette crise a atteint donc un pic, un sommet très record. Vous pouvez prendre les morts qui sont morts durant la Première Guerre mondiale, vous les additionnez à ceux qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale, et même l'Holocauste des Juifs, qui a réclamé 6 millions de morts, selon ce que l'histoire nous dit. Vous additionnez cela, vous prenez même les morts qui sont morts au Rwanda en 1994, les 800 000 personnes tuées, dont la majorité, on nous dit, étaient des Tutsis. Additionnez tous ces morts-là. Ils ne vont pas égaler le nombre de morts qui sont morts en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, le Congo, les Congolais sont un peuple qui a souffert. Le peuple le plus meurtri depuis que Dieu a créé ce monde. Aucun peuple ne peut se tenir devant le peuple congolais et dire non, nous avons souffert, tout ça, tout ça. Oui, leur souffrance est moindre devant la souffrance du peuple congolais. Alors c'est ça un peu qui nous intrigue, qui nous fait tellement mal au cœur, de voir que dans cet imbroglio, ce désordre, cette sorte de catastrophe programmée par les ennemis du peuple congolais, et il y a encore des Congolais, de père et de mère, qui savent très bien que l'urgence, c'est quoi aujourd'hui? C'est de se précipiter, faire vite pour sauver ce qui reste à être sauvé. Et ce qui reste à être sauvé, c'est quoi? C'est le peuple congolais. C'est le territoire congolais qui est envahi chaque fois. Puis ce qui se passe dans l'Est, le pouvoir de Kinshasa n'a pas de pouvoir dans l'Est du Congo. Dans les montagnes là-bas, les plateaux, les collines, tout près de la frontière donc du Rwanda là-bas, personne ne peut me contredire, personne ne contrôle pas ces endroits là-bas. Donc le territoire congolais est en train d'être saucissonné. On est en train de couper ça au ciseau lentement. Pourquoi? C'était déjà dans le plan des anglo-saxons. C'est-à-dire, ce pays est tellement grand, il est tellement beau, il est riche, mais nous allons venir contre toutes les lois de l'ONU et toutes les lois divines, nous allons prendre ce pays de force. Et le peuple congolais se retrouve seul, contre tous. C'est-à-dire, nous ne combattons pas le Rwanda seulement. Nous ne sommes pas en train de combattre, ou bien ce n'est pas le passé. Nous ne combattons pas. C'est eux qui nous combattent. Ce n'est pas le Rwanda seulement qui nous combat.
Ce n'est pas l'Ouganda qui nous combat seulement. C'est l'empire anglo-saxon, avec à la tête les États-Unis d'Amérique. Donc, je dis ceci pour faire comprendre à certaines personnes que le Congo, le combat qui est en train de se jouer sur le territoire congolais est différent de toutes sortes de combats qu'on a déjà vus ailleurs. Donc nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Oui, je ne sais pas, même dans les lois de boxe, de wrestling, vous qui regardez donc le match de catch, est-ce que tu peux aligner dans un ring un petit et un grand et tu comptes voir ce petit-là gagner? C'est ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Les États-Unis d'Amérique, avec toute sa puissance, avec l'hypocrisie de la Belgique aussi, parce que si tout est arrivé dans la région de Grand Lac, remarquez très bien, si même il y a eu génocide au Rwanda, c'est parce que c'est la Belgique. Parce que l'Amérique ne pouvait jamais venir créer le désordre dans la région de Grand Lac sans l'aval de la Belgique. C'est la Belgique qui s'était unie avec les Américains pour venir faire ce qu'ils ont fait. Vous allez me demander pourquoi. Parce que, au fil des temps, la Belgique ayant colonisé le Congo, le Rwanda et le Burundi, c'est un petit pays d'abord, la Belgique, là, un petit royaume. La Belgique n'a pas su contrôler ces trois pays-là convenablement. La Belgique n'a pas su tisser de bonnes relations avec ces trois pays-là convenablement au cours des ans, au fil de l'histoire. Et la France, qui est à côté, qui est une puissance, qui est plus puissante que la Belgique, la France commençait à venir en catimini, tout en s'intéressant à ce qui se passait dans la région de Grand Lac. Pourquoi la France s'est approchée de nous, qui n'avons jamais été colonisés par la France? C'est au moyen de sa langue, parce qu'on parle français. Alors la France est venue en voyant qu'il y a trop de richesses dans la région de Grand Lac, et spécialement le Congo démocratique. C'est le pays qui attise toutes les convoitises. La France a vu, ok, je vais maintenant entrer. Et remarquez très bien, la Belgique était maintenant jalouse et il y a eu des confusions. Comme la Belgique ne voulait pas, n'avait plus de puissance pour bousculer la France a dominé donc le mouvement politico-économique en Afrique centrale. Les Aïrois, ceux qui étaient nés, ou bien ceux qui ont grandi sous le règne de Mobutu, se souviendront de ce qu'on a appelé Il y avait un conflit là entre Mobutu et la Belgique. Donc, on appelait ça comment? Conflit belgo-zaïrois. Ça a un nom, hein? On a donné. Je ne sais pas si quelqu'un peut écrire ce nom là-bas, qui faisait que Mobutu et les Belges ne s'entendaient vraiment pas. Pourquoi? Parce que les Français étaient devenus tellement trop puissants en Afrique centrale et avaient garanti à Mobutu toutes choses. Alors Mobutu se sentait vraiment sécurisé par les Français. Et c'est ce qui a fait même, à la fin de sa vie, quand il était malade, Mobutu ne se rendait jamais en Belgique. Il est allé se cacher en France. Et comme pour vous dire que Muzungu anamutu, Muzungu atakoyaka ndugu yako atashi kumoja. Ils savent ça. Nous sommes en train de le dire, c'est au nom de la démocratie. Il y a une très grande hypocrisie internationale. Les Blancs savent ça. Et il y a certains qui savent que nous savons que nous ne nous aimons pas véritablement. Nous nous rencontrons seulement autour des bénéfices, autour des intérêts. Et les Français qui semblaient protéger Mobutu l'ont lâché en dernier ressort. Mobutu s'était retrouvé abandonné à lui-même. Et durant les tout derniers jours de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Mobutu a vu que toutes les portes des pays occidentaux s'étaient refermées contre lui. Après que Mobutu ait beaucoup travaillé, rendez-vous compte, pendant 32 ans, Mobutu n'a pas servi les Aïrois convenablement. Si vous demandez aux Aïrois, la majorité des Arabes vont vous dire nous avons un mauvais souvenir du règne de Mobutu. Pourquoi? Parce que ce sont les Américains, les Belges
et les Français qui avaient mis Mobutu au pouvoir. Mobutu avait fait un coup d'État, il avait bousculé Lumumba. Lumumba, lui, voulait travailler pour le Congo. Lumumba voulait que les Congolais soient heureux. La philosophie politique de Lumumba, c'est-à-dire les Congolais d'abord et le reste après. Et c'est cela même que les Blancs n'aimaient pas, ils n'aiment pas et ils n'aimeront jamais. Et comprenez pourquoi un Blanc est toujours malin. Il sait que les Noirs sont des gens légers, là. Si tu veux les utiliser, c'est facile. Et pour tuer Lumumba, les Blancs ne sont pas allés trop loin. Il suffit d'armer un Noir, un frère congolais. Il va tuer son frère. C'est ainsi qu'ils avaient armé Mobutu. Ils avaient donné tous les moyens à Mobutu. Mobutu s'est débarrassé de Lumumba et il est resté président. Bien que Mobutu gérait le Congo, le Zaïre en ce temps-là, d'une mauvaise manière, d'une manière négative, on se plaignait. Les Américains, ça ne leur disait absolument rien. Les Français, ça ne leur disait absolument rien, même les Belges. Pourquoi? Parce qu'ils tiraient leur profit. En 32 ans, Mobutu a pillé le Congo. Et où est-ce que Mobutu mettait son argent aussi? Où est-ce qu'il plaçait ses intérêts? Toujours dans les comptes bancaires de ces mêmes blancs-là. Vous voyez? Ils regardaient, ils voyaient. Ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'à la fin, cet argent va nous revenir. C'est ainsi que Mobutu mourant, ou bien Mobutu mort, aucun zéro ne peut nous dire là où les milliards de Mobutu, que les Belges disaient, Mobutu était compté parmi les 5 milliardaires de la planète Terre. Il est mort. Aucun dollar américain, aucun centime n'a jamais été rendu au peuple congolais. Et demandez aux Congolais, ils ne savent pas où est parti cet argent. Donc c'est pour vous dire, c'est ce qu'on appelle le mouvement des Blancs. Rien n'est nouveau sous le soleil. Merci pour le monsieur qui m'a dit que le conflit entre Mobutu et la Belgique, c'était le contentieux belgo-zaïrois. Alors comprenez, on arrivera au sujet d'aujourd'hui, c'est la signature à Genève, tout ça. Avant de comprendre ce qui s'est passé à Genève hier, et pourquoi il y a eu des tergiversations aujourd'hui, donc, autour de cet événement, venant de la part des politiciens congolais, il faut comprendre d'abord, qu'est-ce qu'un politicien congolais? Il vient, d'où vient-il? Il a été nourri de quoi? Et qu'est-ce qu'un politicien congolais a toujours pensé? Et vous comprendrez là où ils sont en train d'aller avec leur histoire de signature, de Genève, la majorité présidentielle, l'opposition, les neutres et le jeu de la communauté internationale. C'est comme ça, mes chers amis. Mobutu était arrivé à la fin. De la même manière que Mobutu était arrivé à la fin, je suis même en train d'écrire un poème que j'ai intitulé « Comme au temps de Mobutu ». Si je finis ça convenablement, je vais poster ça sur Facebook et je vais lire ça. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo. Selon moi, il n'y a rien de nouveau, mes chers amis. Regardez mon âge. Bon, ça peut être, j'ai toujours dit, c'est du nouveau pour les petits Congolais qu'on a mis au monde aujourd'hui. Les petits Rwandais, les petits Burundais, les gens là, la génération nouvelle, des gens avec qui nous discutons parfois sur Facebook. Un petit qui ne sait rien qui est en train de se passer, il est en train de faire des discussions kilométriques. Nous savons. Les gens qui étaient nés dans les années 60, à la fin des années 60, au début des années 70, ils ont une idée. Rien de nouveau. Le blanc reste celui qu'il est et il te considérera, toi, noir, tel que tu es. Il te remettra toujours à ta place. Tu peux vouloir te relever. Tu ne seras jamais accepté par les blancs que tu es blanc au même niveau qu'eux. Sur le plan politique, tu vas rester, se mettre autour d'une table avec eux. Tu vas donc aussi avoir des bénéfices donc, de ce monde au même niveau que les blancs. Jamais de la vie.
C'est pour cela que nous disons au noir d'ouvrir les yeux. Nos parents ont fait trop d'erreurs en politique. Nous qui avions vu ça, nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme pour que les politiciens d'aujourd'hui, les petits qui viennent aujourd'hui, puissent comprendre le jeu qui se passe ici. Mobutu est parti. Mais avant de partir, durant la toute dernière période de sa vie, donc de sa présidence au Congo démocratique, je suis en train de comparer cela au dernier jour de la présidence de Joseph Kabila au Congo démocratique. C'est pour cela que je vous dis, rien n'est nouveau sous le soleil. Et mon poème s'intitule « Comme au temps de Mobutu ». Un long poème, je vais lire ça un jour, mais quelques lignes seulement. Comme au temps de Mobutu, les politiciens zaïrois étaient en train de s'embrouiller. De la même manière, au temps de Joseph Kabila, ils sont encore en train de s'embrouiller. Comme au temps de Mobutu, les politiciens zaïrois étaient corrompus. Comme même au temps de Joseph Kabila aujourd'hui, nombreux d'entre eux sont des corrompus. Comme au temps de Mobutu, il y avait des politiciens qui étaient opposants pendant le jour et la nuit c'était des mobutistes. Même au temps de Joseph Kabila, nous avons des politiciens qui sont des opposants pendant le jour. Et la nuit, ce sont les kabylistes. Comme au temps de Mobutu, ils étaient en train de s'embrouiller. Ils ont trahi la plus grande conférence qu'on a appelée la conférence nationale souveraine à décision. Donc, je ne sais pas, exécutoire. Aujourd'hui, l'équivalent de la conférence nationale souveraine zaïroise, c'est quoi? Ce sont les accords. Regardez tous les accords que les Congolais ont signés. Ils n'ont jamais respecté ça. Pendant la conférence nationale souveraine, dans les années 90, Mobutu rejetait toujours cela. Les mobutistes rejetaient toujours. Et toutes choses qu'on leur présentait. Bien que sachant que c'était la fin de leur pouvoir, il fallait qu'ils partent pour nous laisser le pays convenablement. Mais ils s'entêtaient. Et aujourd'hui, il y a des mobutistes en Europe, en Amérique, qui sont maintenant des donneurs de leçons, qui sont maintenant aussi en train d'appeler Kabila, dictateur, tout ça. Ils oublient que de la même manière qu'ils ont fait pleurer les Zaïrois en ce temps-là, c'est de la même manière que Kabila Joseph est en train de faire pleurer et de tuer les Congolais comme au temps de Mobutu. C'est mon poème qui a pour titre « Comme au temps de Mobutu ». Comme au temps de Mobutu, on a eu des traîtres quand les choses voulaient s'arranger convenablement. On a vu brusquement Nguza Karlibond sortir avec Kyungwa Mwanza. Et c'est ce duo-là qui a contribué aussi au plus grand malheur des Congolais. Mobutu était partant. Nguza a tenu le fauteuil présidentiel de Mobutu. Mobutu a fait de lui Premier ministre. Et aujourd'hui, Kabila était en train de partir. Sami Badibang, Bruno Tshibala ont tenu le fauteuil de Joseph Kabila. Comme au temps de Mobutu, il y avait des massacres à l'université de Lubumbashi. On tuait les gens parce que le Katanga était donc un terrain très chaud. Aujourd'hui, on a tué beaucoup de gens au Kasaï. Au temps de Mobutu, Nguza Karlibonde, Kyungwa Mwanza. Tu sais pourquoi Mobutu avait peur et leur avait donné le pouvoir? Parce qu'ils s'étaient tenus debout. Il y avait un problème de charnier. Lititi Mboka. Mobutu avait tué des centaines d'étudiants à l'université de Lubumbashi. Et nuitamment, on avait transporté leurs cadavres dans des camions de Monsieur Forest qui faisaient des routes au centre-ville de Lubumbashi. Et selon les témoins qu'on avait fait taire
on avait creusé un grand trou, toujours dans les avenues là-bas de Lubumbashi, du centre-ville, que M. Forest était en train de réfectionner. On avait enterré dans des fosses communes ces étudiants-là. Et Kyungwa Koumanza et Nguza Karli Bond s'étaient levés avec force. Mobutu a vu que c'était ma fin. Nguza Karli Bond, Kyungwa Koumanza ont pesé au niveau de l'ONU, de la Belgique, de la France. Qu'est-ce qu'ils disaient? Nous connaissons là où se trouve le charnier. Donc la fosse commune. Nous avons des preuves. Mobutu a tremblé. Et il a vu, oh, ces gens vont me foutre dehors. Donc à eux seuls, les deux là, Kyungwa Koumanza et Nguza Karli Bond, ils pouvaient faire partir Mobutu. S'ils avaient tenu jusqu'au bout. Mais comme les politiciens congolais sont toujours les mêmes, hier, aujourd'hui et pour toujours, Mobutu les a appelés à Kinshasa, il les a amenés à Badolite. Vous vous rendez compte, Kyungwa Koumanza, on l'a fait sauter de Lubumbashi. Il n'est même pas passé par Kinshasa pour voir le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui devait l'accueillir, l'introduire à la présidence, tout ça. Selon ce qu'on fait dans le système protocolaire. Mais Kyungwa Koumanza a sauté de Lubumbashi à Badolite directement. Il a parlé face à face à Mobutu. Mobutu a dit que je suis dans des sales draps. Qu'est-ce qu'il fallait faire en bref? Mobutu les a corrompus. Les mêmes gens qui chantaient hier, Kyungwa Koumanza disait, nous connaissons là où se trouve le charnier. Face au Lizikabatu tunajua. Na mwisho yako ni hapa. Mobutu hautakanyangaka mukatanga. C'est vrai, véritablement Mobutu a fait peur. Nguza Karli Bond qui était devenu tellement populaire. Nguza Karli Bond était pressenti pour devenir qui? Président de la République. Dans une élection qui allait avoir lieu après que Étienne Tshisekedi Omulumba, dans la conférence, devait aplanir le chemin et devenir le premier ministre élu de la conférence nationale souveraine. Vous voyez comment c'était? Magnifiquement beau. Tous les Congolais avaient l'espoir que, fini, nous allons libérer maintenant notre pays. Mobutu a commencé à tirer les choses en long et en large, corrompant tout le monde. Il avait même amené Kyungwa Koumanza à Kinshasa à l'hôtel de monnaie Zaïre, là où on fabriquait les billets de banque de la République du Zaïre. Une visite de courtoisie seulement. Mobutu avait montré à Kyungwa Koumanza, vous savez, on met des papiers comme ça, il y a de l'encre, c'est ici, tout ça, ça va de l'autre côté là-bas, ça monte, il y a les machines qui coupent là-bas automatiquement, on fait des liasses, ça tombe là-bas et ça se jette dans des cartons, on stocke les cartons là-bas, c'est là, et puis les camions vont les prendre pour voir comment les dispatcher dans les banques de la République démocratique, de la République du Zaïre. Ah, Kyungwa Koumanza était en train de visiter. Il a dit, oh, c'est comme ça. Et par surprise, il y avait un tas de cartons dans un coin. L'homme qui faisait visiter Kyungwa Koumanza, l'hôtel de monnaie Zaïre, a dit, le maréchal a dit que quand vous êtes son hôte de valeur, son visiteur, tellement d'une excellence supérieure, donc les cartons qui sont là-bas dans le coin, Mobutu vous les donne. Oh, Kyungwa Koumanza qui n'avait jamais vu de l'argent de toute sa vie, on lui donne tout ça dans un coin. Et puis on lui dit, il y a même des conteneurs qui vont suivre. Il y a même des cartons de dollars américains qu'on va te donner, à condition que tu aides le maréchal Mobutu à sauver sa peau. Puisque le problème dans lequel il est tellement empêtré, c'est tellement grave. Kyungwa a accepté, il fallait voir. Kyungwa devait rentrer, l'UDPS devait faire un grand meeting sur la place de la gare. Je revenais du quartier Bel Air à Lubumbashi, je me rendais à Katubaka, Nanga, chez mon cousin. J'ai vu un tas de personnes là-bas, sur la place de la gare à Lubumbashi, en train d'attendre le grand meeting qui devait se faire par l'UDPS. Dites-moi, mes chers amis, Kyungwa Koumanza à partir de Kinshasa,
a envoyé un message. Dites aux gens de l'UDPS de ne jamais faire leur meeting là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Mobutu maintenant qui avait dit à Kyungu, aidez-moi. Et Nguza Karli Bond et Kyungu ont décidé d'aider Mobutu comment? En déstabilisant la force du plus grand parti politique de l'opposition en ce temps-là, qui était l'UDPS. Et l'UDPS n'a pas fait le meeting. Les gendarmes ont dispersé les gens et c'était le début du désordre dans la classe politique zaïroise. Et Mobutu a dépêché Kyungu a commencé à rentrer au Katanga rapidement pour gérer cette situation là-bas, fait de façon que, c'est-à-dire qu'aucun parti de l'opposition ne puisse ouvrir la bouche, ne puisse avoir la liberté là-bas. Rien que toi, tu deviendras maître et protège-moi. C'est ce qui avait eu lieu. Kyungu est rentré comment? On a recommandé le jet privé de la Gécamine qui est allé à Kinshasa rapidement. Kinshasa, Badolit, on a pris Kyungu Mwanza avec les cargos de leur argent, les billets de banque qui venaient. Kyungu a créé des raisons, salissant Tshisekedi, salissant l'UDPS, remontant donc l'animosité, le tribalisme, donc la colère, donc montant les Congolais les uns les autres là-bas. Il y avait un grand désordre, non pas seulement à Lubumbashi, sur toute la province du Katanga, dans toute la province du Katanga. C'est ce que je suis en train de dire. Comme au temps de Mobutu. Et cerise sur les gâteaux, comme on dit, on a fait de Kyungu Mwanza gouverneur du Katanga. Nguza Karli Bond, premier ministre. Ils ont commencé à régner. Et donc tous les efforts que l'opposition zaïroise avait investis dans la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire les accords, signés. Tout ça s'était évaporé, comme au temps de Mobutu. Et aujourd'hui au temps de Kabila. Oh, les accords, je ne sais pas de quel camp militaire là-bas, cité de l'OUA. Oh, les accords de Kampala. Oh, les accords de Kigali. Oh, les accords, je ne sais pas, de la Saint-Sylvestre. Oh, les accords, des accords, en accord. Les Congolais avaient beaucoup signé au temps de Mobutu. Tout ça pourquoi? Pour chercher la paix. À tout peine de vita, à tout peine de désordre mutuel. Nous ne voulons pas donner donc raison à quelqu'un que non, c'est parce que nous avons refusé. Ils ont accepté de signer. Il ne leur restait que signer maintenant sur les murs de toutes les maisons du Congo, même dans les rues, les avenues, signer. Signer donc, mettre des signatures déjà dans le stock. Au moment où Mobutu en aurait besoin, on a déjà signé. Prends, laisse-nous en paix, va-t'en. Vous vous rendez compte? Même durant la conférence nationale souveraine, il y a des gens qui menaçaient Mobutu. Ils sont arrivés à un moment donné que Mobutu était revenu en force à cause de Nguza Karli Bond et de Kyungu Mwanza. Ils étaient maintenant en train de temporiser pour bousculer Mobutu gentiment. Mais malgré cela, Mobutu ne voulait pas partir. Mobutu est resté. Et la conférence nationale souveraine, que moi j'appelle aux décisions non exécutoires, a duré de 1990 jusqu'à 1996. 6 ans en plus. Sans résultat sur terrain, mes chers amis. Et Mobutu était retourné avec force. Et on ne sait pas où cette aventure allait mener les Zaïrois. N'eût été le bruit des bottes dans l'est de la République du Zaïre. Ce sont les bruits des bottes des militaires dans l'est de la République du Zaïre qui sont venus changer la donne. On nous a parlé d'une rébellion. Si la rébellion là n'était pas venue, je vous jure, les politiciens zaïrois
et devait toujours rester en train de s'embrouiller, de bouffer l'argent de Mobutu pendant donc, la nuit et pendant la journée de s'autoproclamer opposant et de faire tourner le peuple congolais, de ne jamais s'occuper de sa misère, aucun plan pour sauver le Congo, le Zaïre. Les choses allaient de mal en pis. Tout se détériorait au jour le jour. La vie était devenue difficile. Tout était par terre. Et Mobutu ne contrôlait plus rien. Les minéraux de la Jacamine Mena qui étaient sous la garde de Kyungwa Kumwanza, ça sortait de trac et de trac, comme aujourd'hui encore. Comme au temps de Mobutu. On est en train de le faire au temps de Joseph Kabila aussi. Regardez des vidéos. Il y a des traques de minéraux qui sortent. Mes chers amis, c'est parce que le Congo est un pays tellement béni par Dieu qu'il y a encore des minéraux. S'il fallait que ces minéraux-là finissent, je vous assure, ça allait finir depuis longtemps. Vous vous rendez compte, les Belges ont colonisé le Congo pendant 80 ans. Les Belges ont pillé tout ce qu'ils voulaient ramasser. Ils sont même devenus fous. Ils ont pillé les arbres, le caoutchouc, l'ivoire, tous les animaux, tous les pierres précieuses. Et la Belgique est devenue une puissance. Ils sont partis. Mobutu est venu, 32 ans là, piller. Le Congo est toujours là. Les richesses sont toujours là. Et aujourd'hui, regardez, Kabila est devenu fou, Joseph Kabila. Il est en train de piller aussi comme si les richesses vont finir aujourd'hui, ce soir ou bien demain. Les gens, donc, je ne sais pas ce qui se passe au Congo. C'est ce que j'ai écrit dans une petite note quelque part. J'ai dit, mes chers amis, devant les richesses du Congo, écoutez-moi très bien, il n'y a pas de riches. Tu ne peux jamais aller au Congo, tu te dis non, je suis millionnaire américain, je suis millionnaire belge, nous venons de la famille royale d'Angleterre, ou qu'on a dit d'Anganya, Aoujaonaka Bitu Bizima. Dès que tu arrives au Congo, bam! Que tu sois pasteur, je ne sais pas, homme là-bas des mosquées, le grand imam de je ne sais où, aux familles américaines de milliardaires, de familles de Trump. Oh, c'est le roi de Belge qui m'a envoyé. C'est la reine d'Angleterre. Nous sommes la race de la reine d'Angleterre. Dès que tu arrives au Congo, tu vois des richesses. Finis ta doctrine. C'est ça qui fait que beaucoup de gens sont devenus ivres. Les riches eux-mêmes, quand ils arrivent au Congo, ils voient qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont trop pauvres. C'est ce qui contribue aussi, ce qu'on appelle à la folie. Le Congo, c'est un pays qui donne la folie à tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Devant les richesses du Congo, il n'y a ni riche, ni roi, ni reine, ni président américain, ni homme d'église. Tout le monde tombe à genoux. Tout le monde pêche. On t'envoie à l'ONU là-bas. Oh, envoyé spécial de l'ONU, tu vas au Congo, il y a conflit. On t'écrit sur papier. Tu viens avec de bonnes intentions. Hein? Mais dès que tu arrives au Congo, tu sillonnes, tu vois des choses. Ouf! Fini la mission de l'ONU. Tu deviens trafiquant. Homme d'affaires. Regardez l'ONU là-bas. 20 000 agents, les casques bleus de l'ONU. Le plus grand contingent de l'histoire de l'humanité. L'ONU n'a jamais envoyé des casques bleus en nombre grandiose sur n'importe quel point du globe terrestre, si ce n'est au Congo. Ils sont là. Pendant beaucoup d'années, qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Ils sont en train de se servir. Dans leur char de combat là-bas, les auto-blindés, il y a des sacs de coltan, il y a les sacs. Ils transportent tout. Ils prennent des photos. Ils sont en train de violer nos filles aussi, de dormir, de coucher avec les femmes congolaises. Tout ça.
Pourquoi? Le Congo, c'est un pays qui donne l'ivresse. Et c'est facile d'entrer au Congo, mais difficile d'en sortir. Il faut avoir été envoyé par Dieu pour aller au Congo avec de bonnes intentions et en sortir avec ces bonnes intentions-là. Sinon, tu vas pécher. Et quand les soi-disant milliardaires, les soi-disant puissants de ce monde tombent à genoux devant les richesses du Congo, et tu me dis un Africain, c'est ce que j'ai dit à certains messieurs là, j'ai discuté. Non, tout ça, le Rwanda n'est pas, ni est pour rien pour ce qui se passe au Congo. Non, Kagame c'est un pauvre. Kagame n'avait jamais vu de l'argent. Kagame a grandi en refuge, en Ouganda. Très pauvre là-bas, chez Museveni. L'Ouganda est compté parmi les pays pauvres d'Afrique. Ces gens-là n'avaient jamais vu l'argent. Ils n'avaient jamais vu de pierres précieuses. Ils n'avaient jamais vu donc la grandeur qui vient des ressources. Jamais, jamais. La preuve en est que quand ils sont venus, regardez leurs images. Quand ils sont venus de leur exil là-bas, Ouganda, Rwanda, pour entrer maintenant au Congo, faire partir Mobutu. Regardez comment est-ce qu'ils étaient. Comment ils s'habillaient. Même quand ils ont pris le pouvoir au Rwanda, tout ça, regardez comment les gens étaient. Comme des squelettes ambulants. Hein? À force de voler au Congo, ils ont commencé à briller maintenant. Leur langage a changé. Ils sont devenus maintenant très têtus. L'argent, ça rend fou. C'est comme au temps de Mobutu, je disais. N'eût été le bruit de bottes dans l'est du Zaïre. C'était une rébellion qui est venue. On ne sait pas là où Mobutu, avec les politiciens congolais, zaïrois de ce temps-là, corrompus, allaient finir avec leur aventure. Et Kabila est venu, accompagné par des militaires rwando-ougandais, annonçant que c'était une rébellion. Et quand vous entrez dans les documents des universités, vous en tant qu'intellectuel, vous voulez savoir la rébellion c'est quoi? On te dira que la rébellion, c'est soit une personne ou bien un mouvement des gens qui s'insurgent contre le pouvoir en place dans leur pays, qui se retirent pour combattre ce pouvoir-là. Mais quand des étrangers traversent la frontière, entrent dans un pays, ce n'est pas une rébellion, hein? C'est une agression. Mais les gens du monde entier, l'ONU y compris, ont joué avec des termes. Et ici, il y a maintenant, c'est question de conception. Qui a amené l'autre au Congo? Est-ce Kabila qui avait amené les Rwandais et les Ougandais au Congo? Ou bien ce sont les Rwandais et les Ougandais qui avaient amené Kabila, Laurent, au Congo? C'est la question que nous nous posons. La réponse est très simple. Kabila n'avait pas de moyens. Kabila n'avait pas d'armée, Laurent Désiré Kabila. Il n'était rien. Il menait une vie là de misère. Il tripatouillait. C'était un touche à tout. Tantôt aujourd'hui, taxi, business dans la forêt, tout ça, escroquerie à gauche, à droite, jusqu'au jour où on est venu le chercher. Parce qu'il avait quand même une réputation là, d'opposant, de Mobutu, patriote, tout ça, depuis longtemps. On a dit, tu viens, nous allons faire partie de Mobutu. On l'a mis devant. C'est comme, comment est-ce qu'on appelle? Un pantin là-bas. Hein? On l'a mis devant. C'est eux, ces gens-là. Les Rwandais, les Ougandais, avec la bénédiction, je veux dire, de leur maître anglo-saxon qui avait fait entrer Kabila au Congo, en mentant d'ailleurs. Donc Kabila avait des espoirs, non, tu vas arriver là-bas, toi tu seras président, tout ça. Comme dans toute guerre, hein, toute agression, vous savez, il y a des business sous la table. Pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi un Congolais, le maître devant? Pour que les choses soient faciles.
Parce que le Congo, même dans son état là-bas de fatigue, de faiblesse, donc cet état dans lequel Mobutu l'avait placé, aucun Rwandais, aucune armée rwandaise ne pouvait entrer comme ça. Tu prends le Congo, 2 345 km², vous prenez comme ça, jamais de la vie. Hein? L'armée rwandaise, composée de combien d'éléments d'abord? Le Congo devait toujours résister. Même le Rwanda et l'Ouganda réunis ne pouvaient jamais venir entrer au Congo, faire la guerre aux militaires de Mobutu, même dans leur état là-bas, donc de pauvreté. Ils n'allaient pas prendre le Congo. Alors, comment ont-ils réussi de prendre le Congo dans plus ou moins 6 mois et de chasser Mobutu? C'est parce qu'on avait mis d'abord Kabila devant. On a fait croire aux Congolais que c'était pour leur bien, pour chasser Mobutu, un dictateur qui vous a fait souffrir. Voyez d'abord, on a préparé le moral des Congolais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit encore? Kabila croyait qu'il va devenir président. Toutes choses iraient très bien. Et les militaires avaient dit, oh, comme nous sommes fatigués, nous n'allons pas nous battre. À quoi ça servait de mourir en ce temps-là? Pour servir un homme, Mobutu? Non, nous n'allons pas nous battre. Les Congolais ne s'étaient pas battus. Les Zaïrois ne s'étaient pas battus. C'est pour cela que vous voyez que les soi-disant Rwandais, Ougandais là-bas avaient pris le Congo facilement. À beaucoup d'endroits, il n'y avait même pas de bataille, même pas de guerre. À part Kisangani et quelques 2 ou 3 points là-bas, c'est fini. Le reste, ils sont entrés comme ça. Les Congolais les regardaient, les saluaient, même les accueillaient. Pourquoi? On ne savait pas le plan avec lequel ces gens-là étaient venus au Congo. Si on savait du moins que ces gens-là, c'était des criminels, les génocidaires qui allaient commencer à nous tuer demain, ils étaient entrés, c'est pour voler nos richesses, c'est pour violer nos femmes, nos filles, nos mamans, nous tuer. Donc, nous déplacer en masse, voler nos richesses et prendre nos terres. On n'allait pas laisser ces gens-là entrer. Et ils ne devaient jamais réussir d'entrer au Congo. Non, jamais de la vie. Cette bande là-bas de kagamistes et de moussévenistes ne pouvait jamais entrer au Congo, prendre le Congo. D'abord, au plus grand début de la guerre, pour ceux qui étaient informés, ils étaient à la frontière de Kivu là-bas, à l'entrée du Zaïre, à l'est. Vous savez, ça leur a pris combien de mois pour mettre maintenant leurs pieds sur le territoire zaïrois? Plus de 3 mois. Il a fallu des négociations. Il a fallu qu'on rassure, que Kabila rassure les Maï-Maï, le peuple de deux Kivu. Non, ce n'est pas pour le mal, nous allons, c'est pour chasser Mobutu seulement, et tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez vu? C'était comme ça. Hein? Donc, ouais, toutes ces négociations là-bas, quand ils se sont rendus compte, Kabila est parvenu à les convaincre. Plus de 3 mois de résistance. Et maintenant, on a ouvert la porte du Zaïre. Mais quand vous nous racontez aujourd'hui, l'armée rwandaise est forte, l'armée ougandaise, non. Ce sont les domestiques des Blancs, des Pontins aidés par la puissance anglo-saxonne. Dans toute la souffrance, toute la misère qu'est en train de connaître le peuple congolais, remarquez, ces gens-là sont soutenus par les puissances. Ils savent que le Congo est grand. La guerre, on ne la fait pas comme ça parce qu'on est guerrier, parce qu'on le veut. La guerre, ça demande beaucoup de moyens. Il faut mobiliser beaucoup d'argent pour acheter les auto-blindés, les chars de combat, les avions de chasse, les munitions, les armes, hein, tout ça, la nourriture. Donc, entraîner les forces armées, les divisions, c'est pas bataillon, tout ça. Et quand vous attaquez là-bas, il y a résistance. Vous dépensez vos munitions. Donc, il faut acheter encore d'autres et ça coûte trop cher. Et le Rwanda, c'est un pays tellement au centuple pauvre, même l'Ouganda. Mais pourquoi ces pays-là étaient venus comme ça? D'où ils étaient venus d'abord en Ouganda? Ils ont pris le Rwanda facilement. Posez-vous la question. Kagame avait quoi? Il avait emmagasiné combien d'argent dans ses comptes pour venir prendre le Rwanda comme ça? C'est ça même la genèse. Ils étaient aidés. Même aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en train d'être aidés.
Donc, loin de nous, cette idée-là qui veut nous faire croire que les Ougandais, les Rwandais, tous, ils sont des génies. Non! Ce sont les domestiques dans le compte des anglo-saxons. Hein? Les domestiques dans le compte des anglo-saxons. Ils ont accepté. Donc, de travailler pour ces gens-là. Et, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils pillent. Tout va chez le maître. On leur donne des pourcentages. Et ils sont en train de construire leur pays. Donc, en prenant le Congo comme le butin de guerre. C'est comme ça. Ils considèrent le Congo que c'est leur butin de guerre. Ils sont en train de réaliser leur projet avec l'argent du Congo, les richesses du Congo, par malhonnêteté. Et le nombre de Congolais qui sont morts dépasse même le nombre de Rwandais qui sont morts durant ce qu'ils appellent le génocide rwandais. On nous dit 800 000 personnes. Ce n'est même pas 1 million. Mais regardez au Congo, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas un génocide? Même si vous allez dans des universités les plus prestigieuses du monde, en Amérique, en Europe, partout où vous voulez, même sur la Lune, ce qui se fait au Congo démocratique, n'est-ce pas un génocide? Qu'on se pose la question. Ce n'est pas un génocide? Les génocides, ceux qui pleuraient hier. Regardez un peu ce qu'on appelle l'ironie du sort, qu'on appelle le syndrome de, je ne sais pas, de Stockholm, qui fait que les gens qui pleuraient hier, que les Hutus nous ont tués, les Hutus sont des génocidaires, mais eux ont tué, donc, plus de 20 fois le nombre qu'ils disent qu'on a tué chez eux. Regardez. C'est pour que là je dis, nous avons besoin d'une classe politique congolaise avec des idées nouvelles. Notre idéologie a toujours été de ne jamais faire la guerre aux frères congolais. On a dit qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. Nous pouvons être ici en train de faire des vidéos, de les critiquer. Moïse est comme ça, Vital Kamerhe est comme ça, Martin Fayulu comme ci. C'est facile de les critiquer. Et si nous demandons maintenant, nous en retour, qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur terrain? Et même en Europe, en Amérique, où nous sommes, pour ce Congo là-bas. Pour que si eux, un jour, ils échouent, nous allons prendre le relève et réussir. Ils peuvent nous lancer le défi aussi. Vous nous critiquez tellement trop. Le terrain est libre. Venez aussi faire vos partis politiques. Allez faire tout ce que vous voulez. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, c'est un défi. Nous devons peser nos mots quand nous parlons de la situation du Congo démocratique. Nous devons raisonner et tourner la langue 7 fois. Sinon, il n'y a rien qu'on va récolter. Comme je le disais, comme au temps de Mobutu, les Zaïrois qui ont fait la politique avec Mobutu pouvaient sauver le Zaïre. Imaginez quand la conférence nationale souveraine zaïroise avait commencé en 1990. Si les Congolais s'étaient mis d'accord sur beaucoup de points, évidemment on ne peut pas être d'accord sur tous les points, sur l'essentiel, afin de sauver la nation, afin de respecter les intérêts supérieurs de la nation. Si nos papas, nos frères, nos sœurs, nos mamans en ce temps-là s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de points pour faire partir Mobutu, créer un comité de gens, c'est-à-dire mettre en place un gouvernement de technocrates qui allait faire la transition, c'est-à-dire en travaillant sur une nouvelle constitution, organisant les élections pour que les choses aillent mieux. Je pense qu'on n'allait pas se plaindre. Qu'on n'allait pas se plaindre, je veux dire. Donc, les Rwandais n'allaient même pas trouver des raisons pour entrer au Congo. À supposer que si Mobutu, malgré toutes les tractations là-bas,
Les Congolais, les politiciens congolais étaient sérieux. Pas de corruption. Nous avons longtemps souffert. Nous voulons servir la nation. Mobutu doit partir. Qu'on le poursuive ou pas, qu'il soit condamné ou pas, pour meurtre, crime, c'est pas bien mal acquis, blablabla, mais nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation. 3/4, 9/10 des aérons, on dit, allez, mettez-le à côté. On le met à côté. Dans l'armée, tout le monde est d'accord qu'ils soient à côté. Ce qui va lui arriver, on va voir. L'urgence, c'est de changer le système politique chez nous. Transition, nouvelle constitution, organisation des élections, élections, nouveau président, la démocratie continue. Je vous pose la question, est-ce que les Rwandais et les Ougandais allaient trouver la raison de venir au Congo? Jamais. C'est ça la réponse. Pourquoi? Parmi les raisons, pas une raison, parmi les raisons qui ont fait que les anglo-saxons étaient venus, il y avait aussi la raison. Quand vous suivez les Ruberois, les Deogracias Bouguera, tous ces rara, au plus grand début quand ils étaient venus, l'une des raisons, qu'est-ce qu'ils disaient? Mobutu c'est un dictateur, on nous fait souffrir, et nous voulons tout ça, nous voulons la démocratie au pays, tout ça. La même raison que Kagame a avancé quand il était en Ouganda. Kagame parlait aussi de démocratie en Ouganda. Oh, Biarimana est mauvais. Nous voulons qu'il ouvre l'espace politique, qu'il démocratise le pays. Je ne sais pas si Kagame a déjà ouvert l'espace politique chez lui. Je ne sais pas s'il a déjà démocratisé le Rwanda. Je ne sais pas si... C'est facile de dire les choses quand vous êtes dans la rébellion ou bien dans l'opposition. Ce sont les mêmes histoires. Ouvrir l'espace politique, la démocratie. Mes chers amis, la question... La minorité là-bas des soi-disant faux Congolais, les Banyamulenge là, si on ouvre même l'espace politique au Congo, on organise les élections. Est-ce que même les soi-disant Tutsis qui sont en train de prendre les terres au Congo, on leur dit restez là-bas. On vous accepte comme citoyens, restez là. Nous organisons les élections. Nous, les vrais Congolais d'un côté, vous, les amoureux du Congo, vous voulez mourir chez nous. Ok, restez là-bas. Est-ce qu'ils vont nous gagner aux élections? Ils n'auront jamais le pouvoir. De la même manière, Kagame avec ses gens, comme il venait de l'Ouganda, raison c'était démocratiser le Rwanda. Abiyarimana est mauvais. Nous voulons la démocratie. Tout en oubliant qu'ils étaient une minorité aussi. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient tiré sur l'avion d'Abiyarimana? Parce qu'Abiyarimana avait tout accepté dans les accords d'Arusha. Abiyarimana était sous pression de la France, de la Belgique, même des États-Unis d'Amérique. Et beaucoup d'organisations, organismes dans le monde. Abiyarimana a dit, ok. Lisez les notes de l'histoire, les notes politiques du Rwanda. Parce que c'est le problème des Rwandais. Leur problème qu'ils ont transféré sur notre territoire. C'est pour cela que, quand nous sommes en train de parler, ici, il faut être un Rwandais malade, un Ougandais fou, ou bien un Burundais là-bas, je ne sais pas, qui a une crise là-bas mentale, pour dire, non! Nous souffrons aujourd'hui, ce sont les retombées du génocide rwandais. Tout ce qui s'est fait au Congo, n'eût été le génocide du Rwanda, nous n'allons pas souffrir. Vous avez vu le Congolais avec les machettes chez vous? Vous avez vu le Congolais avec les armes pour vous tuer? Dans les rapports de l'ONU, les 800 000 Tutsis, majoritairement Tutsis qu'on a tués, est-ce qu'il y a un rapport qui dit qu'il y a une fraction de Tutsis que les Congolais avaient tués au Rwanda? Jamais de la vie. On ne s'intéressait pas. Vous avez vous-même décidé d'écrire votre histoire dans la boue, dans le sang et dans la merde. On n'était pas là. Mais pourquoi est-ce que nous devons payer chez nous à cause de vos péchés, à cause de vos imbécilités? C'est ça le problème. Quand nous parlons des Rwandais qui disent hey, bah ça dit non. C'est vos histoires. Ni mazambi yenu. Que tu lances ce aussi. Ce sont vos histoires. Vous n'avez aucune raison, devant vous-même d'abord,
vos familles, devant Dieu et devant les institutions du monde. Pour dire que nous avons raison de tuer les Congolais. Jamais de la vie. Celui qui va dire ça, il ment. C'est la mauvaise volonté. Ni Moïse, il est thief, voleur et un criminel. Tout a commencé chez vous. C'est le système politique ancestral de votre pays. La haine ethnique, c'est-à-dire quand celui-ci est au pouvoir, les autres fuient. C'est comme ça. Les Tutsis fait fuir les Hutus. Quand les Hutus prend, il fait fuir les Tutsis. Blablabla. Bla, bla. Cet échange-là, c'est ça. Il y a eu massacre chez vous, génocide. Les gens ont commencé à fuir. Et d'abord Mobutu, hein, même au plus grand sommet là-bas de ses méfaits, avait refusé d'ouvrir la frontière. Il dit non, 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 non. Parce que Mobutu savait. C'était un politicien chevronné, 32 ans au pouvoir. Mobutu savait très bien. Quelque part. Abiyarimana disait dans ses notes, dans causeries politiques, il disait, moi Abiyarimana, vous allez vous souvenir de moi un jour. Je suis le bouchon qui empêche à la région des Grands Lacs d'exploser. Je peux être mauvais aujourd'hui. Je sais à qui nous avons affaire. Ces gens-là qui sont en train de venir, ce sont des sataniques. Abiyarimana disait ça. Je suis le bouchon qui empêche à la région des Grands Lacs d'exploser. Abiyarimana savait. Il recevait des informations. Il savait le plan avec lequel ces gens-là étaient en train de venir. Ce n'était pas de finir au Rwanda seulement. C'est d'embraser toute la région des Grands Lacs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en service commandé. Période. Pourquoi vous avez refusé d'ouvrir la frontière? L'ONU a appelé, l'Amérique a appelé, la France a appelé. Ouvre la frontière. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on avait forcé à Mobutu d'ouvrir la frontière? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les Hutus étaient tellement nombreux. Presque 9 fois plus supérieurs au nombre de Tutsis. S'il fallait les enfermer au Rwanda jusqu'à ce qu'ils s'entrefinissent, aucun Tutsi ne devait rester vivant. C'est pour cela que toutes les institutions du monde, l'ONU, la France, les Belges, bien qu'ils se battaient là sous la table, mais tout le monde était d'accord. Mobutu fungu la frontière mbio. Joanini bautu batok. Joanika banabakia moule. Batawa tena malengine. Parce qu'ils étaient grands en nombre et ils étaient au pouvoir. Tu ne peux pas aller attaquer quelqu'un qui est au pouvoir bêtement. Regardez comment on est en train d'attaquer Kabila par les gens qui marchent à Kinshasa. Ils les massacrent, les tuent comme ça. Les tous aussi quand ils venaient. Kagame surtout, le commandement de l'AFPR, du FPR, ils savaient que nous allons faire face à des gens qui sont au pouvoir pendant beaucoup d'années. C'est-à-dire qui ont l'argent, qui ont l'armée dans leurs mains, qui connaissent tous les engrenages du pouvoir. Hein? On n'allait pas les terrasser facilement, ces gens-là, parce que vous êtes FPR, non. Ils allaient vous mettre à genoux. Première option. Deuxième option, si vous parvenez à gagner ces gens-là, à les terrasser, à les mettre de côté, c'est une question qu'on avait posée à Kagame. Je vais chercher une vidéo. On lui avait posé une question. À quel prix, si tu insistes de faire cette guerre, tu fais partie de la minorité. Si vous voulez terrasser la majorité au pouvoir, tu connais à quel prix tu peux le faire. Kagame avait dit, I don't care. Je m'en fous. Comme c'est son habitude, hein? On lui demande au Congo, tu es en train de tuer les Congolais. Il y a des millions de Congolais qui meurent à cause de toi. Tu crées des rébellions. I don't care. Don't talk to me about Congo. Talk to me about Rwanda. C'est son habitude. On lui avait posé cette question. Il avait dit, I don't care. Aujourd'hui, il est l'histoire, hein? L'histoire des vainqueurs. Pour tromper les imbéciles, les idiots, on dit, Kagame, c'est lui qui est venu finir le génocide. Les Blancs, je vous ai dit. Quand ils vous utilisent, vous allez croire que l'histoire est de votre côté. Attendez quand ils vont lâcher Kagame. Comme ils avaient lâché Mobutu. Mobutu descendait, vous sentez quand il met son pied là-bas à l'étranger,
Tous les présidents du monde, regardez, sentaient qu'il y a quelqu'un ici. Pourquoi? Il venait, il représentait un pays supérieurement riche en tout ce qu'un blanc avait, dont un blanc avait besoin. Kagame n'a rien. On ne peut jamais respecter Kagame parce qu'il est président du Rwanda. Jamais de la vie. On ne peut jamais respecter Museveni parce qu'il vient de l'Ouganda. Jamais de la vie. Si ces gens-là sont en train d'avoir même le respect, c'est parce qu'ils volent au Congo. Ils ont déstabilisé le Congo. Ils se font maître du Congo. Ils volent pour donner aux Blancs. C'est les richesses du Congo qui fait que si un Blanc regarde Kagame, il a même le temps de le regarder 2 fois, 3 fois, de dormir, de se souvenir de lui, de le téléphoner pour lui demander encore un autre business. Mais Kagame lui-même, comme ça, dans son Rwanda, ne vaut absolument rien. Zéro. Même pas 1 centime. Que c'est lui qui nie, qu'il fasse sa vidéo aussi, pour dire que je suis menteur. Si on parle de Kagame, il est devenu très important. C'est parce qu'il pille au Congo. C'est parce qu'il donne aux Blancs les richesses du Congo. Ce sont les richesses du Congo qui ont donné la valeur à Kagame, au FPR et au Rwanda d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a construit au Rwanda, pour ne pas dire tout, 9/10 de ce qu'on appelle soi-disant prospérité des Rwandais, c'est le vol opéré au Congo. Les Belges ont volé 80 ans, Mobutu 32 ans. Kagame peut voler même 20 ans, 30 ans. Il va partir, mais les richesses du Congo resteront là. Le secret, c'est quoi? Les richesses du Congo, c'est quoi? Quand vous creusez ici, les restes là-bas, vous les jetez quelque part, hein, sous forme de remblais, sorte de montagne là-bas, de collines. Revenez après 10 ans. Ça a déjà poussé, les richesses ont déjà poussé sous la terre. C'est pour cela qu'on dit que le Congo, c'est un miracle géologique, je ne sais pas, scandale géologique. Tout le monde devient fou, comme je vous ai dit. Si les Congolais, on était en train de nous battre entre nous-mêmes, ça allait être un autre problème. Mais la vérité, la réalité sur le terrain, que nous ne nous battons pas entre nous. Nous nous battons contre l'empire anglo-saxon. C'est un défi que je lance aux gens qui disent que hey, comment qu'un petit Rwanda, qu'on attaquait Congo, tout ça. Kagame n'est que le dessus de l'iceberg. Le morceau de glace là-bas qu'on peut trouver sur l'océan. Mais en bas, il y a une grande portion de cette même glace là-bas. Et c'est ce qui avait fait tomber Titanic. C'est pour cela beaucoup de gens, tu vois Kagame, un politicien idiot, un Rwandais idiot, un Congolais idiot, dans le conflit de la région des Grands Lacs, il voit Kagame. Kagame, c'est le dessus de l'iceberg. L'iceberg peut être comme ça. Tu vois. Toi, tu vois le point. Donc, la pointe du bic, c'est l'iceberg. Kagame est là-bas. Regardez maintenant en bas. Toute la partie. Cette partie qui est en bas. C'est l'empire anglo-saxon. Qui sont en train de l'aider. Si la Belgique a échoué de terrasser Kagame, si la France, malgré sa puissance, a échoué de terrasser Kagame, les Français aujourd'hui sont en train de rentrer là-bas. Oh, le dossier là-bas de l'assassinat du président, eh bien, nous mettons ça de côté, c'est non-lieu. Et la francophonie, ils sont allés s'enfermer là-bas dans un coin, nous donnons ça à Louis Mushikiwabo, bien que le Rwanda n'est plus pays francophone. Vous comprenez? La France est en train de revenir en claudiquant, en bégayant, en hésitant, hein, en ayant des airs de... Donc, qui est tout? Devant Kagame, un noir, jamais de la vie. Les intérêts supérieurs du Congo. La francophonie, sa source, c'est au Congo. Je ne sais pas si vous savez ça.
La première réunion francophone, est-ce qu'on avait fait ça où? Devoir à domicile. Kagame a fui la francophonie. Pourquoi est-ce que maintenant il est en train de rentrer? Un homme de Belgique m'a soufflé que il a fui l'empire francophone pour aller chez les anglo-saxons. Il est maintenant en train de rentrer petit à petit. C'est le francophone. Il y a un, ça ne va pas. Il ne le fait pas par joie, par progrès, non. C'était comme ça avec Mobutu. Si les choses ne marchent pas bien avec les Belges, Mobutu s'en fiche chez les Français. Si ça ne colle plus avec les Français, vous allez voir Mobutu maintenant, il est ami des Américains. C'est comme ça. Regardez le mouvement de Kagame si vous êtes des politiciens. S'il commence maintenant à aller à la France avec des 12 yeux, lui qui était comme ça, la France, c'est vous qui avez fait les génocides chez nous. I don't care. Il faisait trembler les Nicolas Sarkozy, tout ça, les Jacques Chirac, tout ça. Maintenant, Kagame a des 12 yeux. Il salue même Emmanuel Macron, regardez des photos online. Kagame, avec toute sa taille là longue, il se penche devant le petit Macron. Il y a un, ça ne va pas. On le saura tôt ou tard. Je disais donc, comme au temps de Mobutu, si les politiciens zaïrois étaient dans l'unité, l'amour entre eux, le sérieux, rejeter la corruption, servir la nation congolaise, c'est-à-dire mettre l'intérêt supérieur ou bien les intérêts supérieurs de la nation congolaise au-dessus de tout. C'est-à-dire quoi? Accepter de s'effacer. Il y a une réunion, il y a un vote quelque part. Tout le monde ne sera pas président au même moment, mes chers frères. Si vous suivez les caprices de Vital Kamerhe, de Moïse Katumbi, de Martin Fayoulou, de Freddy Matungulu, de Jean-Pierre Bemba, blablabla, bla, 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 il n'y aura pas de solution. L'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire, il doit y avoir des gens qui vont perdre pour faire gagner à la nation congolaise. Mais nos politiciens ne veulent pas perdre. Ils veulent se placer au-dessus des intérêts supérieurs de la nation congolaise. Et les mêmes gens, quand ils font leur meeting, ils disent Kabila se place au-dessus des intérêts. Quelle différence est-il entre vous et Kabila? Vous êtes les mêmes. Comme au temps de Mobutu. Si les politiciens zaïrois avaient accepté de servir la nation zaïroise sans conflit, on allait aller d'une manière douce. Comme disent les Anglais, smoothly. On a réorganisé les choses chez nous. Le Congo allait être stable. Très riche qu'il est d'abord. À lui-même comme ça, sans qu'on y touche. Le Congo est riche. L'un des rares pays au monde, là tu peux manger une mangue. Tu jettes les écorces, tu jettes je ne sais quoi. Ça pousse après quelques semaines. L'un des rares pays au monde. Là où on peut te lâcher en brousse dans la forêt, tu es perdu là-bas. Après un mois, tu es perdu. Tu vas sortir de la brousse, de cette forêt là-bas, en bonne santé. Ce n'est pas dans un désert du Sahara. Ce n'est pas dans les steppes et les déserts de la Namibie, du Botswana. Tout ça, tu vas y trouver à manger. Les Hutus rwandais que Kagame avait chassés de l'est du Congo jusqu'à l'ouest, qui avaient marché plus de 2000 km témoignent. Vous avez un pays fantastiquement béni par Dieu. Nous avons mangé tout ce dont nous avions besoin pendant notre course, quand nous fuyions là-bas. On prenait parfois du poisson là-bas. Donc, dans les ruisseaux comme ça, le poisson là, tu prends avec la main. On a mangé des sortes de fruits qu'on ne connaissait même pas. Les Hutus rwandais témoignent. Et vous nous avez bien traités. Donc, que les politiciens congolais, je veux dire, du moment, fassent attention. Qu'ils ne reprennent plus les erreurs des politiciens zaïrois du temps de Mobutu. Qu'ils privilégient l'intérêt supérieur de la nation, qu'ils s'effacent. S'il y a
choix de candidat unique, ce n'est pas à nous de les forcer à entrer en réunion. Il y aura toujours des perdants et un va avoir l'avantage. Vous pouvez faire des tours là-bas. Il y aura toujours un qui va passer, que les autres acceptent de perdre pour sauver le pays d'abord. Vous donnerez raison maintenant à Kabila, à Kagame, aux anglo-saxons qui sont en train de vous tenter, de vous piéger. Si vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas, vous ne jouez pas le jeu franc. Eux sont des malfaiteurs. Ils vont maintenant vous regarder. Vous allez vous leur donner encore raison de dire que ces gens-là ne peuvent jamais s'entendre. Ils ne sont bons à rien. Continuons notre émission. Les Congolais, ils ne s'entendront jamais. Maîtrisez la balle. Aimez-vous les uns les autres. Évitez les erreurs de Mobutu. Travaillez pour le Congo. Le combat d'aujourd'hui, c'est gagner. Ne crois pas que le peuple congolais est fou. Après beaucoup d'années de souffrance, tous ces génocides que le peuple congolais a connus, ces terres qu'on est en train d'arracher chaque jour, et vous, vous êtes à Kinshasa en train de vous chamailler, de vous distraire là-bas. Non. Récupérons la souveraineté chez nous, par voie démocratique, pour que nous puissions assurer la sécurité chez nous, nous-mêmes. Récupérer les terres qu'on a volées là-bas par les kagamistes. Et ils le savent qu'un jour, vouloir ou pas, ils abandonneront ces terres-là. Ils le savent. Ils le savent très bien. Trompez-vous. Il n'y a aucun Rwandais qui peut venir dire non, nous prenons la terre de Bashi, nous prenons la terre, je ne sais pas, de Bafulero, nous allons nous mettre ici. C'est parce qu'à Kinshasa, il y a un protecteur Kabila. Au Rwanda, Ouganda, et à Kagame, Museveni et les anglo-saxons. Le jour où la donne va changer, on ne va même pas se battre. Vous allez vous réveiller le matin comme ça. Kavukuba, Kimbia. Et ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont au Congo. C'est pour exploiter les mines de coltan, habiter un coin là-bas et construire chez eux au Rwanda. Acheter même des maisons à l'étranger. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. Nous sommes restés avec eux au Congo. Ceux qui avaient fui le trouble chez eux. Comme moi, je vous avais dit la fois passée. Moi, j'ai grandi avec les Rwandais et les Burundais. À la Gécamine, là où j'ai étudié. Je peux même vous faire rire. Ma première copine, quand j'ai joué comme ça, j'étais petit là, 5 ans, je peux me souvenir. Avant même que je n'entre à l'école primaire. C'était une Burundaise. Elle s'appelait Béatrice Sembile. Sa grande sœur, Annie Sembile, jouait avec mon grand frère. Ils étaient venus comme ça au Congo, au Zaïre, au temps de Mobutu. On leur avait donné une maison par la Gécamine en face de chez nous, à Kolwezi. On ne savait pas. Jusqu'à ce qu'on a grandi, c'est quand on a su que c'était des réfugiés qui avaient fui les crises du Rwanda-Burundi en 1971. On les a bien traités jusqu'à aujourd'hui. Et leur papa, on m'a dit, il vient de mourir au Congo. On n'a jamais touché à ces gens-là pour vous montrer qu'on est hospitalier. On n'est pas des sauvages. La race des vipères, des sauvages comme certaines personnes. Nous traitons tout le monde très bien. Mais ce que nous regrettons, c'est que quand nous vous traitons bien, vous nous payez à monnaie de singe. Ce qui n'est pas gentil. Donc, politicien congolais, vous êtes allé à Genève là-bas, on ne peut pas entrer dans les détails. Il y aura toujours beaucoup de perdants et un gagnant si vous avancez avec la stratégie de candidat unique. Si vous lâchez cette stratégie, moi je vous assure, l'UDPS à elle seule ne gagnera jamais ces élections contre la Kabylie. L'ensemble de Moïse, à lui seul, ne gagnera jamais ces élections contre la Kabylie. Martin Fayulu avec SID, Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas avec MLC, la seule comme ça, vous vous trompez. Personne ne gagnera ces élections lui seul. Avec son parti politique à lui seul, vous vous trompez. Des égoïstes. Laissez un peu cette histoire-là. Vous avez besoin l'un de l'autre. Les uns des autres. Regardez au Sénégal. Abdoulaye Wade voulait faire aussi
donc, Manyanga là-bas, donc, la soupe du pouvoir, le miel, il voulait donc bouleverser la situation, la chose politique, le système politique au Sénégal pour installer son fils, Karim. C'est pas Karim Ouad. Qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Voilà un peuple mature en politique. Beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de partis politiques. Ils avaient décidé de se tenir la main dans la main et de soutenir un seul homme, candidat unique, Macky Sall. Ils ont battu Abdoulaye Wade à plate couture. Et quand Macky Sall a pris le pouvoir, il a distribué maintenant des sièges à la coalition qu'il avait aidé pour le mettre dans la maison présidentielle. Parmi lesquels, pendant les premières heures, il y avait le ministre de la Culture, Youssou N'Dour. Hein? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas apprendre des leçons politiques des succès des autres politiciens congolais? Apprenez. Il faut copier. Copier, ce n'est pas mauvais. Il faut copier des bonnes choses. Ne copiez pas comme ce Kagame. Il n'y a rien à apprendre au Rwanda, il n'y a rien à apprendre en Ouganda. C'est le vol, l'assassinat, crime, dictature, tout ça. Mensonge, trafic. Non. Apprenez des pays exemplaires. Il y a la Zambie à côté. Allez en Tanzanie apprendre le système politique tanzanien. Allez au Sénégal apprendre. Allez au Burkina Faso, vous allez apprendre de bonnes choses. Comme conclusion, je l'ai dit, et je m'arrête par ici. Aucun politicien congolais, aucun parti politique ne gagnera ces élections de par lui-même. Période. Il faut toujours l'union, car l'union fait la force. Si aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, on appelle les États-Unis d'Amérique partout au monde superpuissance. C'est parce que ce sont des États disparates, d'abord auparavant, qui avaient décidé de s'unir. Parfois, quand vous dites les États-Unis, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Hein? Vous ne savez pas ce que vous dites. Les États-Unis, union, unité. Retournez dans l'histoire des États-Unis. C'était des blocs, des colonies séparées qui avaient fui les quatre coins là du monde occidental pour chercher la liberté sur la grande terre américaine qui était dans les mains des peaux rouges. Et comme la terre était bonne, il y avait beaucoup à manger, ils étaient libres. Leurs rois et leurs reines restés en Europe ont eu vent que là où ces gens-là, les fouillards, sont allés, ils sont devenus heureux, il y a beaucoup de terres, chacun peut avoir n'importe quoi, manger très bien, ils sont libres. Les rois européens et les reines qu'on appelait la période de rois fainéants, si vous avez étudié l'histoire, la période de ces rois fainéants qui avaient fait souffrir leurs frères comme le président africain aujourd'hui. Quand ils ont fui, ils sont venus découvrir une nouvelle terre ici. Ces rois-là malades ont envoyé des armadas de militaires habillés en rouge, les Anglais, pour venir les coloniser même sur la terre américaine. C'est-à-dire, bien que vous avez fui, le roi nous a envoyés, vous êtes toujours sous la couronne royale de chez nous, vous devez payer les impôts. Ils ont commencé à payer les impôts pendant quelques années. Et les militaires là prenaient les impôts, les envoyaient par bateau en Angleterre. La majorité, ils étaient venus de l'Angleterre. C'est pourquoi l'anglais prime sur la terre américaine. Ces gens-là avaient dit, nous avons fui. Ces gens-là nous ont poursuivis jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ils étaient séparés en colonies. Et des colonies de valeur là-bas majeure, elles étaient au nombre de 13, les 13 colonies. Chaque colonie avait un leader. Elles avaient cessé d'être colonies, c'était des États. C'est le début des États. Ils se battaient d'une manière disparate, ils perdaient la guerre. Les rouges, les gens qu'on avait envoyés de l'Angleterre, c'était les militaires en rouge. Et avaient décidé de s'habiller en bleu. Et les chefs de colonies se sont mis ensemble pour dire, unissons-nous. Car nous n'avons qu'un seul ennemi commun, qui est le roi d'Angleterre. Après conclave, ces États-là, les chefs de ces États-là, les leaders de ces colonies-là se sont unis. Chaque armée, ils ont fusionné les 13 armées
Après une très grande guerre, ils ont battu à Place Couture l'armée rouge du roi d'Angleterre. Ils avaient gagné en liberté économique, politique, physique, en toutes choses. Et les leaders de ces armées là-bas, de ces colonies là-bas, qui sont devenus par après des États, ont fait une grande réunion dans laquelle ils se sont dit, vous avez vu le bénéfice de l'unité, de l'union. Donc, restons unis. Hein? Et si nous restions comme ça, dans l'unité, vous verrez que nous allons gagner beaucoup de combats qui viendront. C'est à partir de ce moment-là, le succès de la guerre, qui a poussé ces leaders-là des colonies américaines, qui étaient au nombre de 13, qui étaient devenus les 13 États, le succès de la guerre, l'expérience de l'unité qui leur a permis de battre l'armée royale, qui a fait qu'ils ont décidé à partir de ce jour-là et juré de rester dans l'unité. Et c'était la naissance des États-Unis d'Amérique. Période. Vous voulez vous séparer, mais chez les autres, on s'unit. Les Africains, un Rwandais tue au Congo, vous volez là-bas, vous dites non, Kagame c'est un africaniste. Africaniste, tu tues les Africains pour voler chez eux. Comment? Des idiots. Hein? Pourquoi on a tué Kadhafi? Il voulait unir l'Afrique. Donc, politiciens d'Afrique en général et du Congo, unissez-vous. Laissez-nous les blablabla, unissez-vous, combattez la Kabylie, vous allez mettre Kabila dehors. Vous allez partager les postes. Le Congo, au jour où le Congo sera bien, quand il y aura le retour de la démocratie, quand on va retaper la Constitution, quand on va mettre les institutions meilleures en place, donc restructurer l'armée, la sécurité nationale, regarder notre territoire, chasser les idiots là, les voleurs qui sont en confins là-bas, regarder la frontière entre Ouganda, Congo, Rwanda, là, récupérer nos terres, tout ça, être maître de notre destin. Coopérer avec le monde extérieur. Tu ne peux pas venir prendre les richesses du Congo en entrant par le Rwanda, en entrant par l'Ouganda. Car Kagame et Museveni ne sont pas maîtres des richesses du Congo. Il faut que tu viennes au Congo, la porte grandement ouverte, collaborer avec nous. Non pas aller à Kigali pour signer des contrats afin de venir prendre les richesses du Congo avec un président absent totalement sur tous les points, Joseph Kabila. C'est ce que nous ne voulons pas. Récupérons d'abord nos choses. Et en ce temps-là, vous allez maintenant faire la guerre, comme on le fait dans d'autres pays. Les Américains se disent n'importe quoi, vous voyez. Les politiciens, élections, ils sont chez eux, il y a des règles démocratiques, on respecte tout. Que les meilleurs gagnent. Ce temps-là n'est pas encore arrivé au Congo. Avec Kagame, Museveni, Joseph Kabila, récupérez d'abord le Congo avec ses institutions. Et vous allez faire vos caprices après. Ne jamais trahir le Congo. Dernière parole. Je vous remercie. Je vous aime tous. Bye bye.